Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Géopolitis. Ils sont minoritaires, mais le symbole a de quoi faire frémir. Des pancartes antisémites dans les manifestations contre le pass sanitaire en France. Pour pallier la moindre efficacité des vaccins au bout de 6 mois, une troisième dose s'avère peut-être nécessaire. Certains pays comme Israël ont déjà franchi le pas, suscitant la réprobation de l'OMS. L'histoire des épidémies a toujours généré des coupables, comme en Haïti avec les prêtres vaudous accusés d'avoir répandu le choléra en 2010. C'est en France que le mouvement a pris le plus d'ampleur. Entre 150 et 200 000 personnes manifestent tous les samedis depuis le 17 juillet contre le pass sanitaire obligatoire dans les restaurants et les lieux publics. Parmi eux, des soignants opposés à la vaccination qui leur sera imposée dès le 15 septembre. Des cortèges disparates qui vont de l'extrême droite à l'extrême gauche, entre anti-vax pur et dur, conspirationnistes ou encore vaccinés criant à la dictature. Et une constante, le refus de faire vacciner leurs enfants, alors que selon l'Institut Pasteur, la moitié des contaminations touchera les moins de 17 ans à cause du variant Delta. Tous protestent contre une atteinte aux libertés fondamentales et l'instauration d'une société à 2 vitesses. Que vaut votre liberté si vous me dites « je ne veux pas me faire vacciner ». Mais si demain vous contaminez votre père, votre mère ou moi-même, je suis victime de votre liberté, alors que vous aviez la possibilité d'avoir quelque chose pour vous protéger et me protéger. Nous verrons avec notre invité François Chérix comment analyser ces mouvements qui, dans le sillage des Gilets jaunes, lui font parler d'une égocratie lourde de dangers potentiels. C'est donc bien le virus de la colère de ceux qui refusent toute contrainte sanitaire, mais aussi la colère de ceux qui se trouvent démunis face au virus. Voyez ce sujet d'Elsa Anguinolfi. Comme lors de la crise des Gilets jaunes, la France a renoué cet été avec les week-ends de manifestations. Chaque samedi, des dizaines de milliers de personnes de tous profils politiques et sociaux, unis par leur mécontentement. C'est un régime totalitaire. Pourquoi ? Le contrôle total du citoyen par l'État avec ce pass sanitaire qui est quand même la négation de ce qu'on est en France en tant que Français, gilets jaunes, citoyens de tous bords. Je ne suis pas anti-vaccin, mais je suis anti-pass sanitaire, c'est une discrimination et c'est inadmissible. En Italie, en Grèce, au Royaume-Uni, en Israël, la même colère face à des mesures jugées liberticides. Nous nous opposons aux tests de masse avec des tests PCR douteux et nous nous opposons également à la vaccination des enfants. Je pense que le vaccin Covid est un cheval de Troie. Ensuite, ils mettront autre chose dans notre sang dont nous ne saurons rien. Ça n'a rien de positif. Des cortèges où prospèrent les théories du complot et où des mouvements à tendance extrémiste tentent de trouver un appui. À l'autre bout du monde, c'est le manque de vaccins et de moyens qui attise la colère. En Thaïlande, seul 11% de la population est complètement vaccinée, alors que le pays traverse sa pire vague de Covid-19 depuis le début de la pandémie. Au Brésil aussi, des dizaines de milliers d'opposants sont descendus dans la rue pour réclamer la destitution de Jair Bolsonaro, qui n'a cessé de minimiser la crise sanitaire, alors que le pays est le deuxième le plus endeuillé du monde. Je suis ici contre ce gouvernement que je considère comme génocidaire, responsable de ne pas avoir acheté de vaccin. Réseaux sociaux, les contenus antisémites en langue française ont été multipliés par 7, et ceux en allemand par 13, en comparaison avec la période pré-Covid. En France, des pancartes antisémites ont fait leur apparition lors de certaines manifestations anti-pass sanitaire. Bonjour François Chérix. Bonjour. Conseiller en stratégie et communication, vous venez de publier un essai consacré aux mouvements sociaux en France, des Gilets jaunes aux manifestations contre le coronavirus et surtout le pass sanitaire. Alors on vient de voir ces images proprement hallucinantes, ces images donc antisémites. Qu'est-ce qu'elles révèlent ? En fait, les minorités protestataires violentes, comme les anti-vax, les Gilets jaunes aussi, pratiquent toujours le renversement des valeurs, le renversement de l'histoire. Ils se prétendent
en dictature, alors qu'au fond, ils bénéficient largement, comme nous, de la démocratie. Et de même, la démarche obscène, qui consiste, par exemple, à porter une étoile jaune, procède d'un double renversement. D'une part, les personnes disent, au fond, nous sommes des victimes au même titre et à même niveau que des personnes qui ont été assassinées dans les camps. C'est du révisionnisme, hein, ça. Oui, et d'autre part, aussi, il y a une banalisation de la Shoah qui consiste à dire, au fond, la Shoah, c'était pas beaucoup plus grave que ce que nous subissons du fait des mesures sanitaires. Alors ça, c'est évidemment une minorité qu'on voit dans ces manifestations. La majorité de ces manifestants sont évidemment beaucoup plus, entre guillemets, acceptables. Les Français ont été dociles quand même. Ils ont accepté un confinement très dur avec des mesures absurdes comme l'interdiction de sortir à plus d'1 kilomètre de chez soi. On peut comprendre finalement cette poussée de révolte. Oui, on peut comprendre l'inquiétude des gens dans une situation, celle du virus, de la pandémie, qui est extraordinairement révélatrice des tensions qui habitent nos sociétés. Mais les mauvaises réponses qui sont données par la plupart de ces mouvements, c'est l'irruption de l'individualisme, c'est-à-dire le refus du développement d'une réflexion sur l'intérêt général au profit d'une affirmation exacerbée de ma personne, ma personnalité, mon corps, ma liberté. C'est ce que j'appelle la montée de l'égocratie. L'égocratie, donc, oui, le moi-je, c'est ça. Oui, c'est le moi-je, c'est au fond, et c'est à mon avis, un problème central pour nos démocraties, le passage progressif de l'élaboration d'un nous par la recherche de compromis, de consensus, de projets collectifs, à une espèce d'addition de jeux antagonistes qui ne se retrouvent que dans la volonté de protester et de renverser le système. Mais quand même, la plupart, on les entend, ils protestent au nom de la liberté. La liberté, ça reste une valeur fondamentale. Finalement, est-ce qu'ils n'ont pas quand même raison de dire on nous impose des choses et on a notre mot à dire, finalement, d'une certaine manière? Alors, c'est tout à fait vrai que nous sommes dans des sociétés hyper organisées, régulatrices. Contrôle, oui, tout à fait, contrôle. de contrôle assez intensif, d'autant plus dans cette phase de pandémie. Mais au fond, la dérégulation, l'individualisme, le chaos, en quelque sorte, ne nous protégera jamais de l'absence ou de la disparition de nos libertés. C'est tout à fait l'inverse qui est vrai. Les libertés individuelles ne peuvent se déployer qu'à l'intérieur d'un cadre général qui nous permet d'établir notre vie et de nous comporter avec le maximum de possibilités. Alors, on l'a vu aussi dans le reportage, on est dans une société de l'information, du prêt-à-penser, du mot d'ordre. Cette révolte contre les élites politiques, mais aussi médiatiques, c'est quand même un phénomène aussi qui s'exprimait aussi chez les Gilets jaunes, qui a de quoi inquiéter. Oui, alors l'égocratie, c'est un sous-ensemble du populisme. Donc on retrouve toujours les mêmes mécanismes, c'est-à-dire la description d'une société binaire avec des soi-disant élites qui décideraient tout, complotistes la plupart du temps, et puis un peuple opprimé qui doit défendre ses libertés. On a donc toujours un travestissement de la démocratie au profit d'une tension verticale qui permet après à toutes les idées folles d'être défendues. Bon, on voit aussi, il y a quand même un thème intéressant, c'est la dénonciation des profits des big pharma. Bon, pour un homme de gauche comme vous, ça doit parler, ça, quand même, quand on s'attaque aux profits gigantesques que font Pfizer, Moderna, etc. C'est des problèmes tout à fait centraux. Et on peut comprendre aussi la méfiance des citoyens face à des scandales sanitaires, face à des problématiques telles que vous les évoquez. Mais une fois de plus, la réponse est mauvaise. La réponse de l'idée du complot, de l'idée des forces méchantes qui nous oppriment n'est pas la bonne. Et la montée de l'individualisme n'est jamais la réponse à ce type de problématique. Au contraire, il faut faire confiance aux institutions classiques régulatrices via l'État et son administration. Est-ce que la Suisse est confrontée également à cette problématique? On voit, ça commence à se dessiner, ces mouvements. Absolument. Et ce qui est tout à fait inquiétant, c'est qu'au fond, la Suisse ne s'en inquiète pas. La Suisse, elle a une double difficulté. Tout d'abord, elle est déjà structurellement, naturellement, très divisée, morcelée, on le sait, culture, langue, démocratie directe, etc., etc. Et donc, si elle est plongée de surcroît dans ces sociétés atomisées et égocratiques, elle va avoir énormément de difficultés à construire du consensus, de l'intérêt général. Et c'est le défi auquel se trouve confrontée la Suisse. On voit déjà maintenant des blocages surgir dans les grands dossiers et une difficulté qui s'accroît, de mon point de vue, à construire des solutions.
Bon, la France, évidemment, c'est un pouvoir beaucoup plus vertical, autoritaire, bien incarné par Emmanuel Macron. Pourtant, son coup de poing sur la table à l'été pour faire vacciner les gens, ça a marché. Les gens se sont précipités dans les centres de vaccination. Ils ne sont pas si rebelles que ça, les Français, finalement. Absolument, c'est le grand paradoxe dans ce récit du peuple face au roi. À la fois, on constitue des rebelles, les citoyens, mais en même temps, la parole de l'autorité a de l'importance. Si elle est donnée de manière claire, lisible, compréhensible pour les citoyens, elle opère sur l'ensemble de la population. C'est ce qu'on a observé avec les interventions d'Emmanuel Macron. Alors, on va s'arrêter un moment pour faire le point sur le débat qui agite en ce moment autour de la 3e dose de vaccin, qui est déjà administrée en Israël. On écoute le professeur Antoine Flao, interviewé par Olivier Colère. On se retrouve juste après. Confronté à l'épreuve d'une 4e vague, Israël s'est lancé dans une course effrénée pour injecter une 3e dose, pour faire face aux nouveaux variants plus résistants au vaccin et à une explosion du nombre de contaminations, une stratégie qui interpelle et divise la communauté scientifique. Aujourd'hui, il n'y a pas de vraie justification scientifique à recommander une 3e dose à toute la population. Je ne suis pas du tout contre la 3e dose. Je pense par exemple que des personnes immunodéprimées, ils bénéficieraient, et ça a été bien démontré scientifiquement, d'une 3e dose. Une 3e dose utile pour booster l'immunité de certains patients âgés et immunodéprimés, mais une stratégie très critiquée par l'OMS qui dénonce la ruée des pays riches vers une 3e dose alors que les pays pauvres manquent cruellement de vaccins. Est-ce qu'on veut d'abord vacciner toute l'humanité ou est-ce que c'est plus urgent de donner cette 3e dose à nos personnes âgées qui sont dans nos pays ou au personnel de santé ou au personnel fragile qui sont dans les pays pauvres et qui n'en ont pas eu une seule? Une stratégie vaccinale globale pour prévenir de nouvelles vagues de la pandémie et l'apparition de nouveaux variants. Plus la planète sera immunisée, moins il y aura de développement de ces épidémies très violentes, comme on a pu voir en Inde, au Brésil, en Afrique du Sud, en Russie par exemple, ou même aux États-Unis. Et moins on donnera la possibilité au virus de muter et de faire sélectionner de nouveaux variants. C'est vrai que c'est une crainte que l'on peut avoir, qu'il y ait un jour un nouveau variant qui soit à la fois, je dirais, résistant au vaccin, et aussi très transmissible. Par exemple, le variant MU, qui est un variant qui n'est pas nouveau, qui a émergé en janvier en Colombie, ce variant est assez inquiétant parce qu'il échappe un peu au vaccin, en tout cas en théorie. Il a les mutations qui font qu'il pourrait échapper au vaccin. Eh bien, ce variant ne semble pas être très transmissible. Donc il nous fait peut-être un peu moins peur qu'un variant comme le variant Delta qui, lui, s'impose dans toutes les compétitions internationales. Alors Antoine Flao, on vient de l'entendre, c'est un scientifique très, très reconnu, très, très écouté, très influent. Mais dans cette communauté scientifique, il y a des voix très discordantes. Qu'on pense au principal gourou des antipasses, le professeur Raoult. Les scientifiques sont très divisés aussi finalement là-dessus. Tout à fait. On voit que dans les sociétés atomisées, dans les sociétés où les repères collectifs ont tendance à s'effacer, tous les échelons de la société sont traversés par des incertitudes. Et en fait, ce n'est pas simplement une affaire de citoyens, c'est une affaire, au fond, de confusionnite aiguë qui touche tous les acteurs et qui montre des réactions extraordinairement divergentes parfois. Mais on les accuse de complotisme, que ce soit les manifestants, voire certains scientifiques. Mais certains disent, mais est-ce qu'ils n'auraient pas raison? Parce que c'était les mêmes qui, il y a 20 ans, dénonçaient le scandale de la vache folle, l'affaire du sang contaminé, le Mediator. Il y en a de ces scandales sanitaires où les scientifiques avaient dit non, mais tout va très bien, il n'y a rien à voir. Alors c'est très clair que des scandales, des problématiques, il y en a toujours. On en aura d'autres derrière, mais évidemment, la réponse complotiste est totalement délirante. Mais elle fonctionne de manière extraordinaire parce qu'au fond, elle apporte un confort mental tout à fait appréciable. Je comprends le monde, il devient simple. Deuxièmement, je suis intégré dans le camp du bien, je suis de ceux qui ne sont pas dupes. Et enfin, ce phénomène tout à fait apaisant, l'incertitude disparaît. Et nous le savons bien, ce que les sociétés, ce que l'être humain déteste par-dessus tout, c'est l'incertitude.
Alors, cette colère, que ce soit les gilets jaunes, les antipasses sanitaires, etc., est-ce que ce n'est pas aussi plus largement le signe d'un monde qui change, on le voit bien avec le télétravail, l'individualisme évidemment se renforce. Est-ce qu'on n'est pas aussi dans une société qui est en pleine mutation et avec les gens qui sont un petit peu perdus finalement ? Complètement. C'est probablement une des clés centrales de tous ces phénomènes. C'est la complexité d'un monde qui devient incertain, insaisissable, interconnectés, mais à la fois incompréhensibles pour la plupart des gens. Et donc, dans un système de ce type-là, où une affirmation et une affirmation contraire sont toutes les deux souvent exactes, la tendance est de se replier sur soi, sur moi, sur je, parce que c'est l'immédiateté que je comprends, que je saisis le plus rapidement dans une situation qui, par ailleurs, m'échappe. On parle justement de télétravail. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette crainte d'une concurrence entre télétravailleurs ? Maintenant, finalement, un télétravailleur du Nord va se faire concurrencer par un télétravailleur du Sud qui sera bien moins cher, tout aussi efficace. Il y a cette crainte de perdre tout simplement le cours de sa vie, de son job. Oui, c'est une crainte qui est légitime parce que dans une société en mutation, à tendance d'atomisation comme on l'a décrit, évidemment les défis sont considérables, l'incertitude est là, mais les enjeux aussi pour les individus. D'où ces réponses, ces émergences éruptives de protestation, comme si l'être humain au fond pouvait arrêter, stopper, revenir en arrière et annihiler des évolutions qui sont inéluctables. Finalement, est-ce que ce n'est pas aussi un luxe, on va dire, des pays riches, ce genre de manifestation ? On a vu dans le sujet, dans les pays pauvres, on se bat au contraire, on est en colère contre le manque de vaccins. Absolument, c'est tout à fait révélateur. Le virus montre dans les sociétés pauvres, et de manière tout à fait logique, une population qui demande l'accès aux soins, l'accès aux vaccins, l'accès à la santé publique en tant qu'intérêt général. Et puis, dans nos sociétés qui sont en quelque sorte privilégiées, riches, c'est la revendication individualiste qui émerge. Moi, avec mes préoccupations, mes sentiments, mes sensations, mon smartphone, mon univers, je suis plus important que l'intérêt général. Pour terminer, vous êtes inquiète de cette évolution ? Je pense que c'est une évolution qu'on doit prendre en compte, qui est complètement sous-estimée et qui est un des défis majeurs de nos démocraties. Merci François Chérix. C'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Géopolitis et on vous lira. Merci à vous. Sur le front de la pandémie, on vient de dépasser les 4,5 millions de morts au niveau mondial, un chiffre qui pourrait être 3 fois inférieur à la réalité selon l'OMS. Et puis, il y a ce nouveau variant baptisé Mu qui fait l'objet de toutes les attentions de l'OMS. Mais actuellement, c'est le variant Delta qui provoque une nouvelle flambée des cas un peu partout dans le monde. On fait le point avec Mélanie Ohaillon. À Saigon, face au variant Delta, le Vietnam a mobilisé son armée. Les services de réanimation sont submergés par les malades du Covid-19. Chaque travailleur médical est très fatigué, voire épuisé, mais nous ne pouvons pas nous permettre de nous arrêter ou d'abandonner. Épuisés, tout comme ici en Floride, ou en Martinique, et en Guadeloupe. Le variant Delta a été identifié pour la première fois en Inde à la fin de l'an dernier. Sa propagation est depuis exponentielle. Depuis un mois, le nombre de décès repart à la hausse et oscille entre 8 000 et 11 000 morts par jour. Les États-Unis restent le pays le plus endeuillé avec un total de plus de 640 000 morts. Un peu partout, on renforce les mesures de contrôle. Le vaccin est même devenu obligatoire pour travailler aux îles Fidji. Obligatoire aussi pour tous les soldats américains et pour les employés de plusieurs grandes entreprises privées comme Google et Facebook. La Nouvelle-Zélande, elle, poursuit sa stratégie zéro Covid et a reconfiné l'ensemble du pays fin août en raison d'un seul et unique cas de Covid-19. Pour endiguer de nouvelles vagues, les autorités misent beaucoup sur la vaccination. Pour l'instant, les pays les plus avancés se concentrent surtout au nord, avec l'exception notable de la Russie. En nombre de doses administrées, c'est la Chine qui détient le record, avec bientôt 1 milliard d'individus entièrement vaccinés. Alors que dans de nombreux pays riches, la vaccination stagne et que les gouvernements ne savent plus comment convaincre les derniers récalcitrants, en Afrique, on attend toujours les doses du programme COVAX. 31 millions de vaccins ont été livrés sur les 2 milliards promis.
Et sur l'ensemble du continent, les cas de Covid flambent. Le patron de l'OMS dénonce inlassablement ces inégalités. La crise des vaccins illustre la principale faiblesse à l'origine de la pandémie. Le manque de solidarité et de partage au niveau mondial. Dans les pays riches, le taux de vaccination complète atteint en moyenne les 60%. Au niveau mondial, elle dégringole à 28% et s'effondre à seulement 3% en Afrique. Face au variant Delta, l'espoir d'une immunité collective apparaît de plus en plus illusoire. Aussi loin qu'on remonte dans l'histoire des épidémies, il y a toujours eu des boucs émissaires. Le retour de l'antisémitisme dans certaines manifestations rappelle la désignation des Juifs accusés d'empoisonner les puits pendant les grandes pestes. Un phénomène qui s'est reproduit en 2010 en Haïti avec les prêtres vaudous accusés d'avoir répandu le choléra. Elsa Anguinolfi. Des patients traités à même le sol. En octobre 2010, le choléra frappe Haïti. La maladie se répand à toute vitesse dans ce pays déjà endeuillé par un violent tremblement de terre 9 mois plus tôt. Nous sommes vraiment débordés par la quantité, le nombre de patients qui nous arrivent. En 2 mois, près de 200 000 personnes sont contaminées, 4 000 décèdent. Avec la maladie se propage aussi la peur, les rumeurs et la quête de responsables. Des adeptes de la religion vaudou, pratiquée par la moitié des Haïtiens, ont été pris pour cible et lynchés, accusés de propager le choléra par des pratiques de sorcellerie. Ça, on a déversé toute la charge sur les vaudouisants. Jusqu'à aujourd'hui, on a payé de la vie de près d'une 50aine de personnes qui ont été dépecées, déchiquetées à coups de machette. La pratique du vaudou a été longtemps interdite et est encore considérée comme diabolique par certaines églises. Une autre rumeur attribue l'épidémie au casque bleu de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, la MINUSTAH. La MINUSTAH doit partir pour nous laisser vivre. Parce que si le tremblement de terre est passé et qu'on est toujours en vie, c'est pas pour que la MINUSTAH tue notre pays avec le choléra. Une rumeur qui se révélera exacte. Plusieurs rapports d'experts confirment que la maladie a été introduite accidentellement en Haïti par un contingent de casques bleus népalais arrivé sur l'île en octobre 2010. Mais ce n'est qu'en 2016 que l'ONU reconnaît son implication. Avant de vous quitter, voici quelques suggestions pour prolonger votre réflexion. Le livre de notre invité, François Chérix, Le crépuscule du récit révolutionnaire, aux éditions Slatkin. En résonance avec ce livre, le sociologue Pierre Rosanvallon vient d'écrire un essai où il analyse les nouveaux mouvements sociaux à la lumière de ce qu'il appelle les épreuves de la vie. La politique, c'est la possibilité de donner un langage à ce que vivent les gens. Et donc, on ne peut pas attendre, personne n'attend des solutions miracles immédiates à tous les problèmes. Mais tout le monde est en droit d'attendre que les problèmes qu'il vit soient mis sur la table, qu'ils soient reconnus, qu'ils soient pris au sérieux, considérés comme essentiels. Pour alimenter le débat autour du pass sanitaire, voici un extrait de l'émission À l'air libre de Mediapart. La gauche doit défendre les libertés, mais de vraies libertés, pas cette liberté libertarienne et égoïste dont je parlais avant, qui est vraiment dominante dans ce mouvement. Mais pour vous, de ne pas aller dans une terrasse de café, c'est pas une liberté? C'est une restriction, une liberté, mais en période de pandémie, effectivement, c'est un choix sanitaire qui a été fait de restriction de liberté afin d'obtenir un objectif, effectivement, de progressivement sortir de cette Donc obtenir l'adhésion des gens par la force et en les restreignant plutôt qu'en les convainquant. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.